Les titres de ce 13h, il aura passé près d'un mois à l'étranger. Il a participé à 3 grandes rencontres mondiales, dont le sommet Chine-Afrique. Le président Alassane Ouattara fait le point de son séjour dès son arrivée à l'aéroport d'Abidjan. À la faveur de la COP21, la ville de Grand Bassam, déjà patrimoine mondial de l'UNESCO, vient d'être désignée ville durable par l'Organisation internationale de la francophonie. Les avantages de ce nouveau statut. Se faire coiffer, un geste quotidien apparemment simple et anodin, mais il peut devenir dangereux si les mesures d'hygiène et d'entretien du matériel ne sont pas suivies à la lettre. Dimanche 6 décembre, bienvenue dans le journal de 13h sur RTI 1. Bonjour à tous. Quelle relation avons-nous avec l'argent ? Comment mieux gérer cette ressource? À partir de quel âge en parler aux enfants? Quand devient-on un consommateur averti? Le programme Éducation financière est une innovation du ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique. Il répond à toutes ces questions et bien plus encore. Le responsable du programme, Félix Yaokwasi, est avec nous pour le magazine de ce dimanche et c'est dans une trentaine de minutes. Il est arrivé à Abidjan après un séjour de près d'un mois à l'étranger. Le chef de l'État ivoirien a eu 3 principales destinations: la conférence des Nations Unies sur le climat en France, le sommet Union européenne-Afrique sur la migration à Malte et enfin le forum Chine-Afrique en Afrique du Sud. Sa déclaration depuis l'aéroport Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan avec Viviane Naïma. Je suis bien évidemment très heureux d'être de retour à Abidjan après un séjour en France, à Malte et en Afrique du Sud. D'abord en Afrique du Sud, puisque j'en reviens. À Johannesburg, d'où je rentre, j'ai pris part au forum sur la coopération Chine-Afrique, aux côtés du président de la République populaire de Chine, M. Xi Jinping, et de M. Jacob Zuma, président de la République d'Afrique du Sud, et d'environ 30 autres chefs d'État. Alors ce grand forum qui avait pour thème, pour un partenariat gagnant-gagnant et un développement partagé, a été l'occasion de renforcer l'excellente relation de coopération qui, bien sûr, existe entre la Chine et l'Afrique. Au cours de ce sommet, le président chinois a fait une annonce importante relative à 10 programmes de coopération avec les pays africains dans quasiment tous les domaines, et ainsi qu'un financement d'un montant de 60 milliards de dollars, soit environ 36 000 milliards de francs CFA pour l'Afrique pour la période 2016-2018. Alors il faut bien évidemment dire que c'est un moment important. Tous les chefs d'État ont considéré que c'était un effort substantiel compte tenu de la situation de l'économie mondiale et même des efforts que la Chine elle-même fait pour pouvoir mettre en œuvre des réformes économiques importantes. Nous nous félicitons bien évidemment de cet engagement de la Chine vers l'Afrique. La Côte d'Ivoire, pour sa part, entend poursuivre sa coopération avec la Chine dans le cadre d'un partenariat de gagnant-gagnant. Et aussi ce forum a été pour moi et pour la délégation l'occasion d'échanger avec des chefs d'entreprise chinoises désireuses d'investir en Côte d'Ivoire. Et elles sont nombreuses, d'ailleurs, les audiences que nous avons pu avoir. Et les entreprises nous ont réitéré leur désir ou leur engagement à faire un certain nombre de projets importants, dont le port d'Abidjan, l'extension du port d'Abidjan, qui est un projet majeur par le groupe CCC, le port de San Pedro également, la côtière Abidjan-San Pedro, le chemin de fer San Pedro-Bamako, l'assemblage de machines de production agricole, des bourses d'études pour le secteur de l'agriculture, et beaucoup nous ont dit que bien évidemment ils veulent venir investir en Côte d'Ivoire, mais ils souhaitent également former les Ivoiriens. Et ceci est important pour nous, notamment pour le travail, l'emploi des jeunes. Nous avons parlé également avec les grandes banques chinoises de la possibilité de participation dans la privatisation des banques.
la levée de fonds pour le secteur, donc le financement d'entreprises d'infrastructures, l'investissement dans le secteur de l'énergie, la centrale hydroélectrique, et notamment les projets concernant les centrales hydrauliques d'Aboisseau et le barrage de Thiassalé. Alors, c'est dire que ce sont des projets importants pour lesquels nous avons des intérêts et des intentions de financement. Alors, dans le cadre des relations bilatérales avec l'Afrique du Sud, nous avons procédé, le président Jacob Zuma et moi-même, à la signature de l'accord cadre de coopération entre la Côte d'Ivoire et l'Afrique du Sud par nos deux ministres des Affaires étrangères hier après-midi. Alors, avant le forum Chine-Afrique, j'étais à Paris, en France, pour prendre part à l'invitation du président François Hollande à la conférence sur les changements climatiques, la COP 21. Comme évidemment c'est un événement qui a été relayé pendant des jours sur l'ensemble des réseaux mondiaux. Alors nous avons eu à peu près 150 chefs d'État et de gouvernement. Je crois que c'est l'un des, sinon le plus grand rassemblement en dehors de l'Assemblée générale des Nations unies qui se tient tous les ans en septembre. Donc plus de 150 chefs d'État ont pris part à ce grand rendez-vous. Et l'objectif, c'est d'apporter des réponses aux défis climatiques auxquels l'humanité tout entière est confrontée. Bien sûr, pour notre part, nous avons appelé les pays à se mobiliser et à faire preuve de plus de solidarité et de compromis. J'ai notamment exhorté les grandes économies, disons-le clairement, celles qui polluent le plus le monde, car 14 grandes économies émettent plus de 80% de la pollution mondiale. Donc nous avons exhorté ces grandes économies à faire des efforts pour réduire davantage leurs émissions de gaz à effet de serre. Et nous avons souhaité également que l'engagement des pays développés soit concrétisé pour mobiliser 100 milliards de dollars par an d'ici à 2020 en faveur des pays en développement. Ceci est un élément central pour les pays en développement et les pays en émergence que nous sommes. L'Afrique ne contribue qu'environ 4% à la pollution mondiale. Et si nous devons maintenir ce niveau assez bas et même participer à réduire cette émission, nous devons avoir des ressources pour pouvoir investir donc dans des énergies renouvelables. J'ai bien évidemment réaffirmé l'engagement de la Côte d'Ivoire à agir de façon constructive en faveur d'un accord ambitieux et contraignant. Bien évidemment, nous avons indiqué que nous avons une économie en forte croissance. Nous ferons notre part en matière de contrôle des émissions de gaz à effet de serre, mais nous exigeons que les ressources soient mises à disposition pour nous permettre de croître avec de l'énergie propre. Ceci est dans notre intérêt et dans l'intérêt également, bien sûr, de l'humanité. Au cours de mon séjour en France, j'ai eu des entretiens avec le Premier ministre français, M. Manuel Valls, ainsi que le président directeur général de la compagnie Air France KLM. Et ces rencontres ont été l'occasion de faire le bilan des bonnes relations de coopération entre la France et la Côte d'Ivoire d'une part, et entre Air France et Air Côte d'Ivoire d'autre part. Nous avons insisté auprès d'Air France que la qualité du service doit être améliorée, que les appareils doivent être mieux adaptés, des appareils plus neufs, et surtout que les tarifs doivent être revus à la baisse. Ceci est important pour donc les Ivoiriens et les autres Africains, et même expatriés qui voyagent entre la Côte d'Ivoire, Abidjan qui est devenu un hub régional, et le reste du monde, notamment la France. Alors j'ai profité de mon séjour en France pour visiter la Fondation Charles de Gaulle. Et là, évidemment, c'était un grand moment d'émotion. J'ai été accompagné par les deux ministres d'État, le secrétaire général de la présidence et le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères. Et nous avons vu avec beaucoup de fierté
que le premier gouvernement de la 4e République, notre premier président, le président Houphouët-Boigny, en était ministre d'État, 3e ministre d'État, et avait donc signé ce document, qui est un document important de la Constitution française de la 4e République. Et donc, évidemment, voir un peu tout ce que la 4e République a pu réaliser par la France et s'apercevoir de la contribution du président Houphouët à l'évolution de la France pendant cette période était un grand moment pour nous. Avant cela, j'ai été à Malte, à La Valette, où j'ai participé au sommet sur la migration, qui est un dossier important. Évidemment, cela s'est passé au tout début de mon séjour en France. Et là, les chefs d'État et de gouvernement ont pu prendre des décisions concrètes cette fois-ci pour permettre aux pays d'origine et de transit de mieux maîtriser la situation de migration, grâce notamment à une meilleure gouvernance. Nous avons indiqué que, bien évidemment, les pays originaires des migrants doivent faire plus d'efforts pour que les personnes puissent, bien sûr, s'épanouir chez nous, mais que si certains se trouvaient donc en Europe, ces personnes devaient être bien traitées dans le cadre de la réciprocité historique, parce que la migration n'est pas une chose nouvelle. Nous l'avons dit d'ailleurs avec beaucoup de force qu'après tout, les Européens sont allés en Amérique, ils sont allés en Asie. Bien évidemment, nous préférons que les Africains puissent continuer d'être en Afrique pour leur épanouissement. Mais si certains désirent aller en Europe, ils doivent être bien traités, notamment les jeunes, pour les questions de visa, pour des questions d'études, des questions de formation. Alors donc, la rencontre a permis de noter et de s'engager pour des mesures importantes à prendre pour protéger les migrants africains qui se trouveraient donc en Europe. Et également un fonds de 1,8 milliard a été mis en place pour financer des projets de développement dans les pays d'origine et de transit. Alors, au cours de ce sommet, j'ai beaucoup insisté sur l'expérience de la Côte d'Ivoire, en indiquant que nous avons en Côte d'Ivoire plus de 20% d'immigrants qui sont bien intégrés, qui contribuent à l'évolution positive de notre pays, de son économie, et qui vit en parfaite harmonie avec les populations, et que c'est donc une marque de solidarité de la Côte d'Ivoire à l'endroit des autres, aussi bien des pays africains que d'autres pays, et que par conséquent, l'humanité devrait plutôt prendre exemple sur la Côte d'Ivoire et faire preuve de solidarité et non pas d'égoïsme et de peur quand il s'agit de la question de la migration. C'était un séjour important pour moi. Après, bien sûr, l'élection présidentielle, j'ai mis à profit, bien évidemment, ces quelques jours de repos pour mener des réflexions sur les priorités de mon nouveau mandat, notamment en matière constitutionnelle et institutionnelle. Et j'ai également, en relation avec le Premier ministre et le secrétaire général de la présidence et le ministre d'État, ministre du Plan, profité de ce séjour pour finaliser notre nouveau programme de développement pour la période 2016-2020, qui sera un programme très ambitieux parce que, souvenez-vous, pendant la campagne électorale de 2010, j'avais promis à nos concitoyens un investissement, un programme de 10 000 milliards qui avait été considéré comme impossible à atteindre. Nous l'avons fait en 4 ans et cette fois-ci, le programme national de développement prévoit des investissements d'environ 29 000 milliards de francs CFA pour la période 2016-2020. C'est-à-dire que la Côte d'Ivoire continuera d'être un pays en pleine croissance. Nous continuerons de tout faire pour améliorer le quotidien de nos concitoyens et faire avancer tous les grands programmes que nous avons donc entrepris au cours du premier mandat. J'ai suivi l'actualité du pays, notamment les événements survenus à la frontière du Libéria,
Le ministre de la Défense, que je félicite, a fait un point en relation avec les généraux et cette question est bien maîtrisée. Également avec les remous à l'université qui ont également bien été donc circonscrits. Et bien évidemment, j'ai été en contact permanent avec de nombreux membres du gouvernement et je voudrais dire que, évidemment, ces soubresauts font partie de la démocratie, mais la démocratie doit exclure toute manifestation de violence. Et bien évidemment, je réitère les instructions que j'ai données de faire preuve de la plus grande fermeté quand il s'agit de violence et de violation de l'état de droit et de la quiétude des Ivoiriens. Alors je suis très heureux d'être de retour au pays, ceci se voit sur mon visage, je crois que bien évidemment c'est un moment important. Nous avons pris des engagements à l'occasion de ma prestation de serment, de rencontrer durant ce mois de décembre les religieux, la Chambre des rois et chefs traditionnels, également la CONARIV, pour nous faire des propositions concernant la manière de renforcer la réconciliation nationale. Donc, c'est le Premier ministre, c'est le secrétaire général, dès lundi, nous commencerons ces consultations pour nous permettre de prendre des décisions appropriées avant Noël de cette année. Ivoirien Alassane Ouattara a fait le point des 3 principales destinations qu'il a eues, la conférence des Nations Unies sur le climat en France, le sommet Union européenne-Afrique sur la migration à Malte et le forum Chine-Afrique en Afrique du Sud. Et pendant ce séjour donc à Johannesburg, le président Alassane Ouattara a eu plusieurs rencontres, notamment avec des investisseurs chinois séduits par les potentialités de la Côte d'Ivoire. Il a aussi échangé avec son homologue ghanéen John Dramani Mahama. Le reportage est signé Awa Touré. Le président ghanéen John Dramani Mahama, comme à son habitude, lors des grands rendez-vous internationaux, est venu saluer son frère et ami, le président de la République Alassane Ouattara. L'occasion aussi pour les 2 chefs d'État de faire un tour d'horizon de l'actualité dans la sous-région ouest-africaine. Un peu plus tôt, le président de la République s'est entretenu avec des investisseurs chinois. À l'issue de ces échanges, le patron de la Banque chinoise pour l'industrie et le commerce, Wei Manyi, s'est félicité de la croissance soutenue de l'économie ivoirienne depuis plusieurs années. Pour la Côte d'Ivoire, on a plein de projets à faire aussi, surtout dans le domaine des logements et dans la construction des tramways urbaines, etc. Le vice-président du groupe China Gezouba, spécialisé dans la construction de barrages hydroélectriques, a pour sa part exprimé sa volonté de contribuer au développement de ce secteur en Côte d'Ivoire. Nous sommes très intéressés sur le domaine de l'énergie sur le marché en Côte d'Ivoire. Nous voudrions utiliser d'autres technologies, d'autres capacités de finance, d'autres expériences pour participer à la construction en Côte d'Ivoire. Quant au président du groupe, Shandong Wu Zeng, il a annoncé que son entreprise entend accompagner la Côte d'Ivoire dans le processus de modernisation de l'agriculture. Nous avons échangé sur la création d'un centre de démonstration agricole. Et puis, j'envisage d'établir des écoles pour la formation des paysans de votre pays, ou bien de les envoyer en Chine pour une formation. Le président de la compagnie chinoise de communication et de construction est venu faire le point sur ses projets en cours de réalisation en Côte d'Ivoire, notamment l'extension des ports autonomes d'Abidjan et de San Pedro. On a discuté plusieurs domaines pour le projet, le port, chemin de fer, route, routier, aussi l'investissement. Donc le groupe CCCC, on va renforcer notre installation en Côte d'Ivoire et investissement surtout.
Tous ces investisseurs chinois ont dit leur volonté de s'inscrire dans le cadre des résolutions du Forum de coopération sino-africaine pour un partenariat qui profite à tous. En marge de ce forum de coopération Chine-Afrique, la Côte d'Ivoire et l'Afrique du Sud ont signé un accord cadre. Il s'agit de créer une grande commission mixte de coopération entre les deux pays. Awa Touré. Le Forum de coopération sino-africaine est un cadre de réflexion et d'action en vue de mettre en place et de développer le partenariat de coopération stratégique globale, consolider et renforcer la communauté de destin entre la Chine et l'Afrique. Le sommet de Johannesburg, le premier qui se tient sur le continent africain depuis le lancement du forum en 2000, a permis de consolider les acquis de 15 années de coopération et d'explorer de nouvelles pistes stratégiques pour une plus grande coopération, notamment dans les domaines de l'industrialisation et de la modernisation de l'agriculture. Cette rencontre au sommet a aussi été une opportunité de rapprochement entre les pays africains afin de favoriser les échanges commerciaux interafricains. C'est dans ce cadre que la Côte d'Ivoire et l'Afrique du Sud ont décidé d'approfondir leurs relations de coopération. Les ministres des Affaires étrangères de la Côte d'Ivoire et de l'Afrique du Sud ont ainsi signé un accord pour la création de la Grande Commission mixte Côte d'Ivoire-Afrique du Sud en présence des présidents Alassane Ouattara et Jacob Zuma. C'est un accord cadre qui crée la Grande Commission mixte. Vous savez, à partir de cet accord-là, ça revêt un caractère politique, un caractère diplomatique et également, surtout, un caractère économique. À partir de cet accord, plusieurs autres accords sectoriels peuvent être signés pour impulser et consolider les relations qui existent si heureusement entre ce pays-là, qui est un grand pays, et la Côte d'Ivoire. Le ministre des Affaires étrangères de l'Afrique du Sud, tout à l'heure, disait que la Côte d'Ivoire a connu des moments difficiles, mais la Côte d'Ivoire reste la locomotive de la sous-région. L'Afrique du Sud souhaite participer avec la Côte d'Ivoire à faire en sorte que la sous-région devienne une région de prospérité et qu'ils sont prêts à intensifier le commerce sud-sud. Et c'est en cela que nous sommes heureux que cet accord soit signé, surtout en présence de nos deux chefs d'État. C'est très important. Les investisseurs privés sud-africains attendent justement cet accord-là et les autres accords qui vont suivre, qui donnent le signal de cette coopération voulue par nos deux chefs d'État. Pour concrétiser cette volonté de coopération, la ministre sud-africaine des Affaires étrangères va conduire très prochainement une délégation en Côte d'Ivoire pour la signature de plusieurs accords dans le cadre de la mise en place de la Grande Commission mixte. Troisième édition du Trophée francophone du cinéma. Après Dakar en 2013 et Paris en 2014, c'est la Côte d'Ivoire qui accueille l'édition 2015. Elle a été marquée par la projection de plusieurs films pendant une dizaine de jours. Apothéose hier samedi, en présence de nombreuses personnalités, dont la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara. Le point avec Jérôme Kofi Abola. Il est pratiquement 20h ce samedi 5 décembre 2015 quand la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, prend place au Palais de la Culture pour y assister à la cérémonie de remise de trophées. Une cérémonie marquant la troisième édition des trophées francophones du cinéma, la présence de la première dame avec à ses côtés plusieurs autres personnalités saluées par le ministre ivoirien de la Culture et de la Francophonie, Maurice Kwaku Bandama. Une présence qui pour lui rehausse à juste titre ce rendez-vous destiné à célébrer le cinéma francophone. Au nombre des prix distribués à cette occasion, le super prix, c'est-à-dire le trophée francophone du long métrage de fiction arraché par le film Timbuktu, le tout dans une ambiance de gaieté bien appréciée par la première dame de Côte d'Ivoire. C'était une soirée magnifique comme vous avez pu le voir et je voudrais vraiment féliciter les organisateurs et également nos invités d'honneur, en l'occurrence Madame Julie Gaillet, Monsieur Michel Drucker et Monsieur Abdurrahmane Sissako. C'était vraiment une très belle soirée et j'espère que l'année prochaine elle aura également lieu à Abidjan. L'Ivoirien Abdul Karim Konaté, qui a obtenu le trophée francophone de l'interprétation masculine, a dédié son prix à la première dame Dominique Ouattara pour tout ce qu'elle fait en faveur des enfants.
Un tel honneur, l'épouse du président de la République, Alassane Ouattara, a indiqué ne pas y être indifférente. Ça m'a beaucoup touchée. J'ai été très émue et j'ai d'ailleurs remercié le jeune homme en le remerciant, le jeune acteur. Et je lui ai dit que j'étais extrêmement touchée. Comme on le voit, cette fête du cinéma a été aussi la fête de la culture en général. Pour preuve, le succès qui a été le sien a été aussi celui de la musique avec la présence d'artistes musiciens là pour égayer toute la salle et prendre rendez-vous ensemble pour la prochaine édition des trophées francophones du cinéma. Au cours de la COP21, la ville de Grand-Bassam, classée déjà patrimoine mondial de l'UNESCO, a été désignée ville durable par l'Organisation internationale de la francophonie. Grand-Bassam va donc bénéficier du financement de projets durables. Ils vont porter sur l'assainissement, l'emploi des jeunes et la salubrité. Mamadou Kouassi. La ville de Grand-Bassam, patrimoine mondial de l'UNESCO, désormais ville durable. Cette localité va bénéficier du financement de son projet de développement durable, un projet qui prend en compte la résolution des problèmes écologiques et de lutte contre la pauvreté. Cette décision a été matérialisée par une signature de convention entre Georges Philippe Ezali, maire de la première capitale de la Côte d'Ivoire, et l'Organisation internationale de la francophonie, OIF. Une initiative qui s'inscrit dans le projet de la mise en œuvre d'un programme de développement durable à travers les villes de l'espace francophone. Les questions d'emploi des jeunes, les questions d'assainissement, les questions de traitement des déchets, etc. Et en face, on met donc des solutions possibles, notamment dans le cas de Bassam, de faire de Bassam une ville touristique durable. Grand Bassam va être le modèle de ville durable au niveau de la francophonie. Je crois que c'est quelque chose de très important et donc va être accompagné en termes d'expertise, en termes de recherche de financement, en termes de mise en place des cadres réglementaires. Dans cet accord, l'Organisation internationale de la francophonie s'engage à soutenir la ville de Grand-Bassam dans la réalisation de plusieurs projets de développement durable. Et la région bruxelloise, partenaire de l'OIF, s'engage à accompagner Grand-Bassam dans la mise en œuvre de ce projet. Cette année-ci, un financement de 250 000 € a été fourni et nous espérons pouvoir inscrire cette collaboration dans la durée, que ce soit sur le plan financier, mais également sur le plan technique, puisque la région bruxelloise dispose d'une certaine expérience en matière de processus de ville durable. La région bruxelloise a été très séduite par ce processus. On pense qu'il y a beaucoup d'enjeux dans le domaine des villes durables en Afrique et des initiatives pilotes comme celle-ci méritent d'être soutenues, d'être valorisées parce que ça permet de répondre à de réels besoins en termes d'urbanisation, en termes d'accès à l'énergie, en termes d'adaptation et d'atténuation au changement climatique. Et donc, nous sommes ravis de pouvoir soutenir et valoriser ce type d'initiative. Ce sont 5 villes pilotes qui seront retenues. Et la ville de Grand-Bassam est la toute première à concrétiser cet accord qui sera porté sur plus de 10 milliards de francs CFA pour le bien-être de la population de la première commune de Côte d'Ivoire. Les salons de coiffure, lieu fréquenté quand on veut se faire beau ou belle, mais ce n'est pas toujours sans risque. Le matériel utilisé est très souvent coupant et peut occasionner des infections ou contaminations. Quelles sont les précautions prises par les coiffeurs et coiffeuses? Ahmed Traoré et Maïsako. Spécialiste des cheveux des plus frisés aux plus raides, Béatrice est coiffeuse et exerce son métier dans la commune de Yopougon. Nous sommes ici au quartier Ananuret où elle s'est installée depuis quelques années. Pour cette jeune femme, la coiffure occupe la majeure partie de son temps. Elle dit y gagner convenablement sa vie. Par la grâce de Dieu, je gagne bien ma vie. Je peux dire à mes jeunes sœurs de vraiment se donner à la coiffure parce que c'est un métier qui nourrit son homme. Comme Béatrice, certaines jeunes filles ont décidé d'apprendre le métier de coiffeuse. Fonction qui, selon elles, redonne un sens à leur existence. Dans la coiffure, il faut être toujours propre, toujours bien habillé, toujours bien tressé. Si tu sais tresser, partout où tu vas là, tu t'en sors. Avec la coiffure, tu n'as pas de problème. Celles qui ont commencé et puis elles ont laissé, elles n'ont qu'à se donner à ce métier. Les salons de coiffure peuvent être des lieux de travail à risque, dans la mesure où l'utilisation de ciseaux, aiguilles et autres objets tranchants occasionne souvent des coupures avec contamination. Alors, quelles dispositions prennent les coiffeuses pour éviter les risques de contamination? Nous avons des produits pour désinfecter tous ces appareils. Une fois utilisés, ou on les jette, ou certains, on les désinfecte avant de les réutiliser. Ne pas prendre ces choses-là à la légère. Quand on les prend à la légère, c'est des maladies qu'on donne à ces clientes-là. Après avoir utilisé une lame, on ne l'utilise plus, on la jette. Il y a des dames qui viennent avec les aiguilles.
sinon on nettoie les aiguilles. La coiffeuse crée souvent de nouvelles coupes adaptées au visage des clients qui eux-mêmes sont de plus en plus exigeants. Une opportunité que saisissent les spécialistes en accessoires pour les cheveux. C'est un boulot que moi-même j'ai aimé, donc je fais ça pareil, je suis le créateur même des modes. Chaque semaine là, j'ai des nouveautés. Je travaille ici, mais c'est comme je travaille à l'usine. Les clients ne confient pas leur tête à tout le monde. Ils ont besoin d'être rassurés et cajolés. C'est pourquoi les coiffeuses veulent faire preuve de grande qualité d'accueil et d'écoute. Le programme Éducation financière est une innovation du ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique. Il s'agit de former ses agents et toute autre personne désireuse de l'être à des techniques simples pour mieux gérer ses ressources financières, pour éviter le surendettement et pour inculquer ces notions aux enfants dès le bas âge. Quelles sont les méthodes utilisées? Quels sont les avantages de ce programme? Félix Yao Kwasi, coordonnateur du programme Éducation financière, est avec nous pour nous en dire plus. Bonjour, Monsieur Yao. Bonjour, madame. Alors, je vous propose de suivre ce reportage de Sita Soro et on se retrouve tout de suite après. Processus par lequel les consommateurs et investisseurs financiers améliorent leur connaissance des produits et concepts, l'éducation financière permet d'acquérir au moyen d'une information, d'une formation ou d'un conseil objectif les compétences et confiances nécessaires pour mieux comprendre les risques et les opportunités de la finance. Elle permet également de faire des choix raisonnés, savoir où trouver conseil et savoir quoi faire pour améliorer leur bien-être financier. En Côte d'Ivoire, depuis 2013, un projet d'éducation financière est mis en œuvre par le ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique. Cette mesure a pour objectif de donner une réponse durable aux problèmes d'endettement massif qui menacent non seulement la quiétude de bon nombre d'agents, mais également l'avenir scolaire de milliers d'enfants, selon la ministre Kandia Kamara. Ainsi, plus de 8000 enseignants ont-ils déjà bénéficié de cette action éducative. Ce programme prend aussi en compte les élèves à travers un concours intercollège et lycée dénommé Top Projet scolaire ou Mon potentiel d'entrepreneur. Concours qui vise à inculquer la culture, l'inclusion financière et entrepreneuriale chez les élèves par le montage de projets viables et bancables. L'éducation financière a d'ailleurs fait objet d'une attention particulière au plan international à l'occasion de la présidence russe du G20, focalisant ici les travaux sur les pays émergents et pays en développement. Voilà, le décor est planté. Monsieur Yao, comment définissez-vous ce programme que vous dirigez qui s'appelle Éducation financière? Merci. Alors, il serait d'abord beaucoup plus intéressant de faire une attention toute particulière, je dirais, donc au concept lui-même. L'éducation financière, c'est le processus par lequel des consommateurs et ou investisseurs améliorent donc leurs connaissances dans le domaine de la finance pour devenir beaucoup plus sensibles aux risques et opportunités en matière de finance. L'éducation financière, comme l'a dit donc l'élément tout à l'heure présenté, fait l'objet d'une attention toute particulière. D'ailleurs, à Dakar, le 29 novembre dernier, également, les chefs d'État et de gouvernement réunis lors du 15e sommet ont pris l'engagement de promouvoir l'éducation financière à travers donc les pays de la francophonie. Pour revenir maintenant à votre question, le programme d'éducation financière du ministère de l'Éducation nationale est mis en route depuis 3 ans maintenant. Et il vise à accompagner, à encadrer donc les enseignants dans la prise de décisions financières avisées pour notamment déjouer les pièges de l'endettement et du surendettement. Il faut dire que Madame le ministre de l'Éducation nationale, en autorisant véritablement ce programme, elle entend donner une réponse durable, comme vous l'avez souligné tout à l'heure dans votre commentaire, une réponse durable à la question du surendettement qui mine quand même le milieu enseignant. D'accord. Apporter une solution à la question du surendettement, vous le faites par des formations. Comment ces formations se font concrètement? Quelles sont les techniques que vous apprenez? Alors, il faut dire que au cours d'une formation que nous transformons très souvent en animation en éducation financière, plusieurs modules sont donc... nous passons plusieurs modules en revue avec donc les participants.
Je voudrais notamment citer notre relation avec l'argent, qui consiste à amener chacun à revisiter les comportements qu'il a vis-à-vis des questions d'argent. Assainir pour les jeunes, effectivement, leur relation à l'argent. Ensuite, nous faisons, je veux dire, la différence entre nos envies, nos besoins et les priorités. Parce que vous savez que généralement nos problèmes partent de là. La confusion que nous faisons entre ces différents éléments, l'impossibilité de faire le distinguo entre ces trois éléments, très souvent nous crée beaucoup d'ennuis dans la gestion de notre finance. Après ça, de façon pratique, nous amenons les participants à apprendre à élaborer un budget personnel ou familial. C'est assez important parce que vous savez que le budget, c'est une boussole qui vous permet effectivement de maîtriser vos entrées et également, je dirais, vos sorties d'argent. Après le budget, nous passons également à un autre module, l'épargne, l'investissement et l'entrepreneuriat, pour faire la chute sur les nouveaux moyens de paiement et la nécessité d'amener chacun à faire attention effectivement à la gestion de ses données personnelles. Donc la protection des données personnelles dans une situation où la banque est en ligne, l'argent devient virtuel, le porte-monnaie devient électronique. Il faut bien que les gens fassent attention dans la gestion de leurs données personnelles. Naturellement, nous parlons d'endettement et de surendettement pour amener chacun à faire l'acquisition de compétences afin de déjouer les pièges de l'endettement et du surendettement qui sont des phénomènes des situations qui nous enlèvent notre dignité. Un enseignant surendetté n'est plus productif. Absolument. Un employé surendetté n'est pas productif. Et je crois que Madame le ministre a compris la nécessité parce qu'elle recherche l'excellence. Elle entend donc accompagner les enseignants à la maîtrise de leur budget. D'accord, vous avez cité les modules, vous parliez tout à l'heure de relation avec l'argent. On a envie de vous demander quelle est la relation donc adéquate qu'on doit avoir avec l'argent. Alors, pour parler de la relation adéquate, il faut d'abord faire attention à la relation habituelle que nous avons avec les questions d'argent. Vous savez que nous avons, notre relation avec l'argent est chargée d'émotions, de passion, et ce qui peut nous conduire à des déviations telles que la cybercriminalité, telles que la corruption, pour ne citer effectivement que ces phénomènes. Et donc, la relation normale que nous devons avoir à l'argent, c'est une relation assainie. Cela voudrait dire que nous arrivons à maîtriser notre impulsion, nos comportements, notre passion vis-à-vis des questions d'argent. Et que nous attachons à la question de l'argent des valeurs. Des valeurs telles que l'argent s'obtient à la sueur de son front. Et que l'ouvrier doit mériter son salaire. Si ce n'est pas le cas, ça veut dire qu'effectivement l'argent n'est pas bien acquis et ça ne peut pas profiter. Il est bon que les gens sachent que cette mauvaise relation que nous tissons avec l'argent est le pacte que nous signons avec la pauvreté. Parce que chacun doit mériter son salaire. Vous avez parlé de corruption, d'argent mal acquis. À échelle plus large, est-ce qu'on peut dire que ce programme peut être un outil de bonne gouvernance? Bien, absolument. Absolument. Si chacun, effectivement, apprend à gérer correctement ce qu'il a, c'est sûr qu'il saura gérer correctement ce qu'on mettra à sa disposition comme budget dans le cadre de sa fonction, d'un projet. Et donc, nous disons que ce programme contribue véritablement à asseoir la bonne gouvernance. Épargner, investir, entreprendre, vous avez cité ces trois notions-là. Quel est le distinguo? Alors, vous savez, l'épargne, on a pris l'habitude de dire que c'est ce qu'on garde lorsqu'on a fini les dépenses. Mais nous ne sommes pas d'accord avec cette définition. Parce que si vous restez à ce niveau, vous n'allez jamais épargner. Jamais épargner. Voilà. Donc pour nous, l'épargne doit constituer la première dépense pour chacun. Et que l'épargne vous met à l'abri des coups durs comme des coups de cœur. Mais l'épargne ne rend pas riche. Ça aussi, il faut le dire aux personnes. Il n'y a que l'investissement qui vous permet d'aller à l'indépendance financière, puis à la liberté financière. Et entreprendre vous permettra effectivement
pour ceux qui n'ont pas encore d'emploi, de pouvoir se prendre en charge, pouvoir créer de l'emploi, auto-entreprendre. Pour ceux qui travaillent déjà, ils peuvent également compléter leurs revenus avec une activité qu'on met en marche. Mais il est bon de savoir que entreprendre, ça s'apprend. Et c'est d'ailleurs dans ce sens que Madame le ministre a introduit cette année dans le programme scolaire l'entrepreneuriat. D'accord. Est-ce qu'on peut espérer aussi que le programme éducation financière va être introduit dans le système classique éducatif? Oui, déjà, Madame le ministre a donné les instructions pour que l'éducation financière puisse intégrer les programmes au niveau des CAFOP. Et après ça, effectivement, nous verrons dans quelle mesure intégrer l'éducation financière au niveau du programme lui-même. Et c'est un programme qui existe déjà dans d'autres pays. En Côte d'Ivoire, quelle est sa particularité? Il faut dire que partout dans le monde, ce sont soit des associations bancaires qui mettent en œuvre un programme d'éducation financière, ou ce sont des ONG. La particularité au niveau de l'Afrique francophone, c'est surtout que ici, c'est un ministère de l'Éducation nationale qui a mis en route, je veux dire, un programme. C'est ça qui fait la particularité. Et c'est ce qui fait que le programme d'éducation financière de la Côte d'Ivoire est suivi à l'international. Et c'est ça qui fait l'avantage aussi de ce programme, le fait qu'il soit piloté par le ministère de l'Éducation nationale? Vous savez que c'est une action éducative. Et donc, le ministère de l'Éducation nationale est bien fondé, à conduire ce programme. Mais il n'en demeure pas moins que nous collaborons avec le ministère de l'Économie et des Finances. D'ailleurs, nous avons participé à l'atelier d'élaboration de la stratégie nationale en matière d'éducation financière pour la Côte d'Ivoire. Nous siégeons également au niveau de la commission de financement du secteur privé qui va mettre d'ici sous peu un programme d'éducation financière pour la grande population, également en direction des entrepreneurs. Et là-dessus, nous apportons notre modeste contribution. D'accord, donc les enseignants, les entrepreneurs, est-ce qu'un citoyen lambda qui aimerait bénéficier de cette formation-là pour assainir ses finances, comme vous l'avez dit, est-ce que c'est possible? Comment est-ce qu'il peut faire? Alors, pour répondre simplement à votre question, je vous donnerai l'exemple de l'AIBF, l'Association ivoirienne pour le bien-être familial, qui, seulement le vendredi, vient de bénéficier donc d'une formation d'éducation financière. Il leur a suffi d'écrire donc au ministère de l'Éducation nationale pour demander qu'on vienne effectivement renforcer leurs capacités en la matière, et ça a été chose faite. Il faut donc écrire au directeur des ressources humaines du ministère de l'Éducation nationale ou au directeur du bureau d'exécution des projets du ministère de l'Éducation nationale, et nous serons donc disposés à aller apporter donc des notions en éducation financière. D'accord, vous avez parlé de l'intégrer au système classique. On a aussi vu Top Projet scolaire qui est adressé aux enfants. Il y a certaines personnes qui trouvent que c'est un peu trop tôt de parler d'argent, de finances aux enfants. Qu'est-ce qu'on leur répond? Je veux dire que ça, c'est juste, ça a juste une connotation culturelle. Mais il faut aller au-delà. Vous savez que de plus en plus, nos enfants accèdent aux questions d'argent très tôt. Déjà à partir de 14 ans, les enfants rencontrent déjà les premiers petits boulots. Et si nous ne les encadrons pas très tôt, ce sont des phénomènes tels que la cybercriminalité qui vont se développer parce que les enfants feront la connaissance des questions d'argent par eux-mêmes. Il faut les encadrer. Et c'est pour cela que nous pensons que très tôt, si nous leur donnons donc ces possibilités, ces compétences, les enfants grandiront avec de bonnes habitudes. Je voudrais inviter donc les Ivoiriens à parler argent avec leurs enfants. Il faut lever ce tabou. Il faut permettre à l'enfant de savoir ce que c'est que l'argent. Il faut l'encadrer au mieux pour en faire de lui un homme responsable. Un Ivoirien nouveau. Un Ivoirien nouveau. Et pour rester donc dans le tempo de votre question, je dirais que Top Projet scolaire, effectivement, apporte des connaissances financières et économiques, apporte également des connaissances en entrepreneuriat à nos enfants. La première édition de ce concours, qui a connu d'ailleurs un succès,
qui était présidée par Madame le ministre de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique et parrainée par la ministre de l'Économie et des Finances. Ça a déroulé avec beaucoup de succès. Les enfants ont dit avoir beaucoup appris, ils étaient tout heureux. Ça veut dire que les enfants sont ouverts, ils sont ouverts à une pédagogie de l'argent. D'accord, je suis sûre qu'il y a beaucoup de parents qui nous suivent, qui sont intéressés. Donnez-nous votre adresse où on peut vous joindre pour bénéficier donc de toutes ces techniques, de tous ces outils-là. Alors, il s'agira pour vous donc de nous envoyer un courriel à l'adresse PEFCI, PEFCI 01 @gmail.com. Le site internet également qui s'affiche actuellement sur notre écran. www.pefci01.net. Merci Monsieur Félix Yaokwasi, coordonnateur du programme éducation financière du ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Très bonne fin de journée à vous sur RTI1.